Bonjour Laura Winkler, Bonjour. je suis très heureux de vous interviewer. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu votre parcours, ce que vous faisiez et qui vous êtes? Bien, alors, je m'appelle Laura Winkler et je suis la cofondatrice de Nouvelle Acropole en France, où nous sommes arrivés avec Fernand Schwartz en 1973 Oui, pour créer une antenne de notre mouvement philosophique international qui avait été fondé à Buenos Aires en 1957 par le professeur Livraga. Donc on était jeunes, idéalistes, fous, et on a atterri entre guillemets à Lyon, où on a créé notre première antenne de notre mouvement philosophique qui depuis s'est développé pas mal. On est dans 11 villes de France. Moi-même, je réside à Paris. Et mon mari, nous voyageons beaucoup à travers tous nos centres, nos écoles, et aussi à travers les acropoles du monde, puisqu'on est installé dans 60 pays du monde, ce qui nous permet d'avoir une grande famille philosophique avec laquelle on partage les mêmes idéaux de fraternité et d'humanisme. d'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les objectifs de Nouvelle Acropole et quel est le but de l'association? Alors, les objectifs de Nouvelle Acropole se résument dans les 3 principes de sa charte qui prônent le développement d'une fraternité universelle, donc pour créer ces noyaux de fraternité qui sont pour nous fondamentaux pour redécouvrir l'humanité dans les êtres humains. Nous appuyons sur des piliers. Un qui est le développement culturel, c'est-à-dire l'étude comparative des sciences de philosophie, de tout ce que l'humanité a créé de meilleur dans les différentes facettes de la pyramide culturelle humaine, pour que justement on puisse développer la fraternité par une compréhension de l'évolution de la pensée humaine et le meilleur que chaque civilisation a pu créer. Mais cette étude tout seul ne serait pas suffisant, puisque ça pourrait faire des encyclopédistes. Oui. Donc il faut les compléter par le développement intérieur de l'être humain, de ses qualités, ses capacités, de vivre en harmonie avec les lois de la nature. Donc un développement intérieur, une connaissance, des actions de volontariat, d'aide, de services, et tout cela dans une expansion culturelle avec un fond de réflexion philosophique pour apprendre à se connaître soi-même. Et pour nous, c'est la condition pour qu'à travers la transformation des individus, on puisse favoriser l'émergence d'une humanité, une civilisation plus humaine. D'accord. Et quelles ambitions, quelle vision vous avez pour l'avenir par rapport à Nouvelle Acropole? Quels projets, idées? Alors, par rapport à Nouvelle Acropole, disons en quelque sorte, les projets de développement sont déjà tracés depuis les commencements, parce que la graine que les fondateurs ont lancée. Donc nous essayons de rester fidèles, disons, à ses enseignements, à son exemple. On a un programme d'études très large et petit à petit, à mesure que notre mouvement se développe à travers le monde, selon les individus qui participent de ces projets, ça nous permet d'élargir les voies d'expression. Donc on a des acropoles dans certains pays d'Amérique latine, comme au Brésil et au Pérou, qui ont suffisamment de membres et d'installations, disons, dans la société pour faire un apport vraiment culturel et civilisateur très important. Au Pérou, par exemple, on introduit des concours de musique dans les écoles qui, petit à petit, ont permis d'introduire l'étude de la musique dans les écoles péruviennes, ce qui n'existait pas au commencement. Et on fait aussi beaucoup d'actions éducatives, sanitaires, culturelles. Donc, selon les moyens, disons, de développement, on essaie de concrétiser, d'extérioriser l'application de nos principes philosophiques dans nos modes d'action. Et nous pensons que créer des cercles de réflexion, amener les gens à se remettre en cause et surtout à prendre confiance dans leurs moyens et dans leur capacité de transformer le monde est notre manière de contribuer à mettre un tout petit peu de lumière dans chaque cité. Puisque finalement l'Acropole était le lieu où on portait la lumière de l'esprit au sommet des temples. Donc cette clarification, cette verticalisation vont nous donner un regard plus large pour penser des solutions originales aux problèmes du monde. Quelque part, c'est l'héritage de Socrate et de Platon qui se poursuit à travers l'association, quelque part. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une lignée, disons, philosophique qui se réclame à la fois des meilleurs philosophes et sages d'Orient et d'Occident, puisque nous devons devenir un petit peu héritiers de toute la riche aventure humaine. Mais nous avons appris des écoles de philosophie classique et surtout de la démarche socratique, la voie du dialogue, la voie de la remise en cause, d'apprendre justement à combattre en quelque sorte notre pire ennemi, qui est l'ignorance, la petitesse, le fanatisme,
pour que petit à petit, l'amour de la vérité, de ce qui est juste, beau et noble, puisse habiter de nouveau le monde. Donc effectivement, ce sont un peu nos maîtres à penser. Alors du coup, pour parler un petit peu de vous, je sais que vous êtes proche de la pensée jungienne. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots justement? Oui, disons, il y a deux choses dont je suis un peu tombée amoureuse depuis quelques années et qui sont mes voies d'expression spécifiques à l'intérieur de notre école de philosophie. C'est la pensée de Jung et l'astrologie. L'astrologie en tant que langage symbolique me parle beaucoup, je travaille beaucoup aussi ce sujet, qui n'était pas étranger à Jung puisqu'il a considéré la somme des connaissances psychologiques de l'Antiquité. Il avait un grand respect pour l'astrologie. Mais ce qui m'intéressait quand j'ai découvert la pensée jungienne, c'est de voir une sorte de pionnier du XXe siècle qui était très préoccupé d'abord par toute la problématique de ce qu'il considérait la névrose du monde occidental. Il y avait une scission entre les conscients et l'inconscient, disons entre les logos et l'éros, entre la pensée et les sentiments, qui se traduisait aussi par les conflits entre les masculins et féminins, quelque part, et qui aspirait à inviter les individus, pas seulement les malades, mais aussi les, entre guillemets, prétendument bien portants, avoir le courage d'oser d'une manière plus consciente les voyages vers l'intériorité, vers l'accomplissement d'eux-mêmes en tant que totalité, qu'il définissait sur un mot qu'il a un petit peu défini. Il n'a pas inventé les fonds du concept, mais il a redéfini en termes psychologiques ce qu'il va appeler les processus d'individuation. C'est-à-dire comment aller vers le centre de soi-même, vers le soi, ce qu'il appelle en fait les centres totalité de la psyché humaine, et aussi prendre conscience que tous les âges de la vie ont leur valeur, de la naissance jusqu'à la mort, et que la mort elle-même fait partie de la vie, donc il est important de nous préparer et de valoriser tout ce que le deuxième âge de la vie, la maturité, la vieillesse, a apporté en tant que maturation culturelle, que réflexion, que spiritualisation de la matière, pour que la culture, la civilisation, l'humanité puissent avancer. Donc, il a enrichi beaucoup, disons, la pensée européenne, occidentale du XXe siècle. À mon avis, il n'est pas encore vraiment compris ni exploré dans sa totalité. Il a réhabilité la pensée symbolique et aussi la valeur universelle de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, qui va donner une grande valeur à l'apport culturel de toutes les civilisations, puisqu'à fond, chaque moment, disons, de l'aventure humaine, chaque culture, chaque civilisation pioche dans les mêmes racines et les traduit sous des formes spécifiques. Donc, pour développer une fraternité humaine et philosophique, c'est une bonne source, parce que, en fait, on est capable de reconnaître la valeur de l'universel dans chaque expression culturelle particulière. D'accord. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui donne du sens à vos actions dans votre investissement dans Nouvelle Acropole, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ce qui m'anime, disons, c'est déjà par rapport à mon expérience de formatrice, puisque je donne des cours, j'écris des ouvrages, je fais des conférences et des séminaires, c'est toujours pouvoir toucher les âmes, communiquer, partager, éveiller, et donc justement rendre vivante la philosophie comme source de réflexion qui permet aux individus véritablement de se connecter avec eux-mêmes, comment dirais-je, de développer le courage d'avancer chaque jour dans la difficulté. Donc quand je vois la jeunesse, et les jeunes et les moins jeunes, mais disons tous ces gens qui pratiquent et qui partagent, nos compagnons d'aventure philosophique progresser dans leur vie, pour moi c'est la meilleure stimulation pour continuer à avancer, à réfléchir, essayer d'apporter des synthèses. Je ne suis pas un génie créateur, mais j'ai une certaine capacité pédagogique de transmission, donc je me contente d'être un maillon d'une chaîne et, disons, de la vie qui traverse cette chaîne, et ce qui me fait vivre aussi et qui donne du sens à mon existence. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos ouvrages, de vos derniers ouvrages Alors, effectivement, mes ouvrages se sont faits un tout petit peu au gré des opportunités, mais je dirais que l'axe, il y a par exemple un axe qui relie un certain nombre de mes ouvrages. J'écris un petit ouvrage qui s'appelle « Comprendre les âges de la vie et trouver le sens », qui est paru à peu près dans les années 90, qui traite justement sur les âges de la vie, et donc inspiré à la fois sous une vision astrologique à travers les cycles de l'existence, et également justement pour comprendre un peu ce processus d'individuation.
Maintenant que j'ai vu aussi tout le travail que Jung avait fait là-dessus, que j'ai découvert un petit peu plus en détail après avoir écrit l'ouvrage, j'ai l'intention de le réécrire si possible en intégrant la vision jungienne de manière plus précise. J'écris aussi, je suis passionné par la vie, par les cycles, par les transformations des choses. Et donc j'écris aussi un autre petit livre qui s'appelle L'ère du Verseau, pour faire comprendre les grands cycles de l'histoire, à partir de l'ère des lions, pour que les gens se situent avec une perspective de 12 000 ans, ce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est intéressant de nous situer dans le long terme pour comprendre le court terme, donc c'est un ouvrage aussi de divulgation et clarification là-dessus. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup à partir des courants de ce qu'on appelle la psychologie des archétypes, qui s'est développée aux États-Unis, inspirée bien sûr de Jung, avec un auteur qui s'appelle John Schollenbollen, une femme extraordinaire, et qui a travaillé beaucoup sur les archétypes des dieux intérieurs dans la clé gréco-romaine. Ça m'a beaucoup inspiré, donc j'ai écrit un ouvrage sur Femme, fille des déesses, et ensuite sur les dieux intérieurs, avec les travaux sur ces archétypes qui vont évoquer, selon Jung, la progression de l'anima animus dans l'être humain, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse, avec des petits tests pour que chacun puisse trouver l'archétype dominant. Et maintenant que j'ai travaillé les archétypes masculins, féminins, les grands cycles, le dernier ouvrage que j'ai fait, c'est l'alchimie du couple, puisqu'une fois que je les étudiais séparément, je les ai combinés un peu comme dans la tanneur alchimique, pour voir comment la combinaison du yang et du yin, du logos et de l'éros peuvent conduire à ce qu'on appelle la hiérogamie, l'union sacrée du roi et de la reine, qui dans la tanneur alchimique donne naissance à l'enfant divin, c'est-à-dire l'émergence du soi, du spirituel, de l'être dans sa totalité. Donc voilà mon dernier petit ouvrage qui vient de sortir. Et quel regard vous portez sur notre monde et l'évolution de notre société? Bon, comme on a parlé récemment dans une conférence, disons, nous voyons cela, nous sommes en train de transcender ou de dépasser en quelque sorte les erreurs de la modernité. Donc la modernité était remise en cause par la postmodernité, mais nous accédons à ce qu'on appelle la transmodernité, c'est-à-dire le temps de la transition, parce que maintenant il ne fait plus doute, disons, au monde dans lequel nous sommes, qu'il faut changer quand même un certain nombre de choses, changer les mentalités, changer la vision du monde, réintégrer l'homme dans la nature, dans la vie. Enfin, nous sommes assez responsables de toute la, comment dirais-je, la décrépitude et la dégradation de notre planète. Donc, nous devons changer notre conception de l'homme, changer notre conception de la nature pour pouvoir nous réinsérer, enchanter le monde. Donc, nous considérons dans notre moment philosophique qui plante de petites graines ou de petites lumières à travers le monde, disons, partie intégrante des acteurs dynamiques de cette transformation. Donc, nous sommes des agents de la transition, en quelque sorte messagers de l'ère du Verseau. Comme disait Ferguson, qui avait écrit un livre très intéressant, un peu les apôtres du Verseau, enfin, des canalisateurs de cette force d'avenir. Alors, ceux qui sont poussés par les forces du passé ne voient pas ça du bon œil, mais ça fait partie de la logique naturelle de transformation immuable. On est dans l'immuable et dans l'immutable, donc il faut accepter ces transformations, transmettre des messages qui passent essentiellement par, en quelque sorte, le vieux dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Nous voulons un monde meilleur, plus beau, plus humain, plus civilisé, plus juste. Eh bien, nous devons être les acteurs de cette transformation, comme disait Gandhi. Donc, et à l'Acropole, c'est notre travail. En toute simplicité, en toute humilité, on n'est pas les sauveurs de l'humanité, mais nous sommes les petites colibris, comme dirait Ravi, qui apportent leurs petites pierres ou leurs petites gouttes à l'édifice de la transformation. Et nous sommes confiants parce que la vie est puissante, extraordinaire. Donc, donnons opportunité à la vie, donnons l'opportunité aux nouvelles générations, et que les anciens et toutes les générations qui se sentent, comment dirais-je, appelés par cette grande transformation, prennent courage pour participer modestement et fortement de cette mutation du monde. Donc, comme dirait Roudiard, pessimiste pour le court terme, optimiste pour le long terme. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et puis au plaisir de vous réinterviewer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.